Alors, bonsoir. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que pour une seconde fois, donc, on se retrouve pour une deuxième conduite à tenir. Et celle d'aujourd'hui, donc, on va parler de deux items totalement différents, qui est conduite à tenir devant un syndrome sciatique commun. Et le deuxième concernera donc la prise en charge d'un torticolis. Alors, pour ce qui est du premier, donc, syndrome sciatique commun. Il faut savoir que c'était un fléau moderne invalidant. Les lombocystalgies ont plusieurs étiologies aussi possibles. Il faut savoir que la lombocystalgie aiguë n'est pas uniquement due à une compression radiculaire d'origine purement mécanique, mais aussi due à une irritation chimique au niveau du tissu discal. Donc, c'est seulement en cas de persistance des douleurs malgré la mise en œuvre intensive de mesures conservatrices qu'une chirurgie donc, est alors indiquée. Alors, pour rappel anatomique, vous savez que le rachis est constitué de 24 pièces osseuses, et il y en a 7 au niveau cervical, 12 dorsales et 5 lombaires. Et la dernière, donc, la L5, donc, va s'articuler avec la première sacrée. Donc, il faut savoir qu'entre les vertèbres, elle s'articule, donc entre les vertèbres, il y a des disques. Et au sein des vertèbres existe aussi un canal dans lequel donc, il y a passage des moelles et des racines. Donc, il faut savoir que aussi entre les vertèbres, donc il y a des foramens, c'est ce qu'on appelle les foramens de conjugaison qu'on voit ici. Donc, les foramens de conjugaison, c'est là où il y a passage donc, des racines nerveuses. Donc voilà, entre les vertèbres, ça veut dire entre les corps vertébraux, donc il y a le disque. Il faut savoir que le disque est constitué de deux parties. Donc il y a le nucléus, donc c'est le noyau, et l'annulus. 80% de disque est formé d'eau, et puis il y a 20% de matière sèche. Alors le rôle justement du disque ici, c'est un rôle d'amortisseur. Vous voyez qu'il amortit les chocs entre les vertèbres. Et il faut savoir qu'avec la sollicitation ô combien continue donc du rachis, qui soit cervical, dorsal et surtout au niveau lombaire, donc vous avez ces sollicitations, des microtraumatismes que le disque donc, va recevoir, donc ces microtraumatismes, avec parfois même le poids aidant, donc la prise de poids aidant, donc tout ça va entraîner donc un vieillissement. Donc il y a des traumatismes aussi, le vieillissement, entraîner une fissuration justement de ce disque-là. Donc, lors d'un traumatisme qui soit aigu ou lors des traumatismes répétés de faible intensité, il faut savoir que il va y avoir des fissurations, comme on le voit ici, donc des fissurations donc, au niveau de l'anneau fibreux, et il va y avoir une extériorisation donc, de l'annulus qui va venir donc, s'extérioriser et venir comprimer directement donc la racine ou au niveau donc venir aussi mettre sous tension le ligament commun vertébral postérieur. Vous voyez que ici, on voit ici donc la rupture, vous voyez que l'anneau est là. Et donc, il y a cette fissuration et vous voyez qu'on aura donc cette extériorisation de l'annulus, donc fibrosus, où il y aura soit une protrusion ou carrément donc une exclusion du nucléus. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ce nucléus va bomber et il va aller donc toucher donc les racines et on va voir les différentes localisations donc, de la protrusion et comment elle va donc se manifester. Voyez, donc dans les classifications anatomiques, il peut y avoir donc une extériorisation vers les plateaux vertébraux. Vous voyez qu'ici, il y a une vertèbre, il y a une deuxième vertèbre, et vous avez la fissuration se fait vers le haut. C'est ce qu'on appelle les hernies molles de Schmoll. Donc, c'est les hernies de Schmoll. Ça va donner donc des douleurs, mais sans toucher donc aux racines. Donc, on n'aura pas une sciatique, mais plutôt des douleurs lombaires. C'est ce qu'on appelle les hernies intraspongeuses. Et puis, il peut y avoir aussi une hernie marginale. Ça veut dire qu'il va y avoir une extériorisation à travers l'anneau fibreux et vous voyez que l'extériorisation va mettre en contrainte donc, le ligament commun vertébral postérieur. Et donc, cette fissuration, donc, comme vous voyez ici, donc, il y a une fissuration, il y a une extrusion donc, de ce matériel discal sous donc, le ligament, vous voyez, le ligament commun vertébral postérieur. Elle reste donc sous-ligamentaire ou migrée, donc soit sous-ligamentaire comme ça, protruse, ou bien migrée, ça veut dire qu'elle va soit migrer vers le haut ou vers le haut, vers le haut vers le bas. C'est ce qu'on appelle les hernies sous-ligamentaires
descendante, donc à migration descendante ou ascendante. Il peut y avoir aussi donc la mise sous tension donc, du ligament commun vertébral postérieur. Il peut y avoir donc une déchirure au niveau du ligament commun vertébral postérieur. Vous avez donc une hernie qui est extruse ou maigrée. Ça veut dire qu'elle va, c'est ce qu'on appelle les hernies exclues. Ça veut dire qu'elles vont aller franchir donc la barrière du ligament commun vertébral postérieur. Et vous voyez que la hernie donc, va être carrément exclue. Alors, les conséquences, comme je vous l'ai dit, donc il y a le nucléus qui va, ou l'annulus, donc qui va, un nucléus qui, donc, qui va s'extérioriser. Et quand il va, donc comment dire, l'extériorisation se fait donc en latéral. Elle va aller donc juste au contact donc, des racines, soit à leur épaule ou soit à l'épaule de la racine ou bien à l'aisselle de la racine. Et cette irritation qui est mécanique d'abord, donc ensuite une irritation même inflammatoire parce qu'il y a comment dire, un contact direct avec comment dire, avec le matériel discal, donc va entraîner donc comment dire, des douleurs qui sont dues donc une irritation de ces racines. Et parfois, donc l'extrusion se fait donc au centre, ça veut dire qu'elle est loin des deux foramens de chaque côté, donc elle est plutôt postérieure. Et là, la mise sous tension du ligament commun vertébral antérieur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cette mise sous tension du ligament commun vertébral postérieur donc, va entraîner donc, un lumbago et des douleurs lombaires qui peuvent être aussi très, très importantes et parfois même intenables. Alors, pour ce qui est de la clinique, donc, pour comprendre donc, comment dire, l'origine de la douleur de la sciatique commune, il faut comprendre que les racines vont sortir. Donc, alors, les racines, contrairement aux racines au niveau cervical, où elles sortent directement, ça veut dire à leur émergence, elles sortent directement, donc elles sont plutôt, donc elles ont plutôt un trajet horizontal. Il faut savoir que les racines au niveau lombaire, elles sont beaucoup plus verticales, donc elles sont un trajet un peu plus oblique. Ça veut dire que les racines S1 vont sortir donc à partir du premier trou sacré, ça veut dire qu'elles vont descendre un peu plus en obliquité. La racine L5, elle va sortir à partir donc du trou de conjugaison L5-S1. De même que pour la racine L4, elle sort par le trou de conjugaison de L4-L5 et le L3, donc par le trou L3-L4 et vice-versa. Et plus on monte, plus les racines, donc, plus elles sont obliques quand on descend et plus elles s'horizontalisent, plus on monte au niveau cervical. Donc, il faut savoir que comment dire, une hernie discale en S5-S1 donc, va se traduire donc, par des douleurs. Elle peut se traduire aussi par des douleurs au niveau de L5. Vous voyez qu'ici, on a cette obliquité, donc ce n'est pas un trajet direct, donc c'est une obliquité qui est importante à connaître, l'émergence des racines avec position des hernies discales. Là c'est des hernies qui sont plutôt au niveau de l'aisselle de la racine. Elles peuvent être à migration un peu plus haute, donc, et elles peuvent se trouver au niveau de l'épaule de la racine. Donc ça, c'est des constatations après en péropératoire. C'est en ouvrant qu'on arrive à faire ce genre de constatation. Donc, les hernies, en fonction donc, de leur position, donc, elles ont aussi une classification. Vous avez les hernies qui sont postérieures, qui sont médianes. Il y a les hernies qui sont postérolatérales. Vous avez aussi donc, les hernies qui sont foraminales en rapport avec le foramen de conjugaison. Là, vous savez que c'est le foramen où passent les racines. Vous savez qu'ici, il y a le canal et c'est à partir de ce trou de conjugaison qu'il y a donc l'issue de la racine. Et vous avez donc les racines qui sont beaucoup plus, les hernies beaucoup plus latérales. C'est ce qu'on appelle les hernies discales qui sont extra-foraminales, c'est-à-dire en dehors même du foramen de conjugaison. Alors, pour ce qui est de la clinique, il faut savoir que dans la clinique, on peut avoir aussi des lombalgies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, les lombalgies, c'est généralement une mise sous tension donc, du ligament commun vertébral postérieur. Il peut y avoir aussi donc, lumbago qui peut être très invalidant. Mais la sciatique proprement dit, c'est une douleur qui va emprunter le trajet du grand nerf sciatique. Donc, ça veut dire que ça dépend de quelle racine il s'agit. Elle est souvent due à l'irritation d'une des racines et à son émergence de la colonne. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le schéma, donc une fois que la racine est irritée à son émergence, donc elle va donner donc, des douleurs, donc va être à l'origine de douleurs qui va suivre le trajet justement de cette racine-là.
Et vous avez donc les deuxièmes types de sciatique, c'est plutôt des cruralgies. Ces cruralgies-là sont dues à une atteinte des racines plus hautes, donc c'est les racines L3 et L4, et ça va donner ce qu'on appelle des cruralgies. Donc on verra ça au fur et à mesure. Alors, pour ce qui est de la clinique, l'interrogatoire est très important. Donc, il faut un recueil donc, de données qui permettent de nous dire quelle est donc l'évolution donc, de cette pathologie, de ce syndrome sciatique. Donc, vous avez d'abord donc la douleur, la description de la douleur avec l'horaire, le début de la douleur, début. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclenchant? Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant qui soit mécanique ou bien par un effort de toux ou bien un effort donc comment dire, un éternuement, ou au contraire qui est dû donc à un soulèvement donc d'un poids important. Et puis l'évolution donc de cette douleur. Est-ce que c'est des douleurs qui peuvent partir, revenir? Est-ce qu'elles concernent toujours le même côté? Est-ce que c'est les deux côtés en même temps? Est-ce que c'est des sciatiques, comme on les appelle, des sciatiques à bascule, ça veut dire tantôt elles sont à droite, tantôt à gauche. Donc tout ça est très important donc à mettre en exergue. Et puis l'évolution donc en fonction des accès. Donc, est-ce qu'il y a eu combien d'excès, exemple, durant les derniers mois? Est-ce qu'il y a eu donc dans les antécédents, dans les années qui ont précédé donc des épisodes de lombocytalgie qui soient donc similaires? Et puis bien sûr vous demandez l'intensité, donc l'intensité et le type de la douleur. Est-ce que c'est des douleurs qui sont plutôt sourdes? Est-ce que c'est des douleurs qui sont plutôt électriques? Est-ce que c'est des douleurs associées à des paresthésies? Est-ce qu'il y a eu un certain moment donc une perte donc comment dire, une perte donc de la sensibilité, et rechercher aussi donc les signes d'aggravation, à savoir donc les troubles génito-sphinctériens. Alors pour ce qui est des signes rachidiens, donc généralement c'est la première manifestation. Donc avant même qu'il y ait donc la sciatique, donc les signes rachidiens qui vont comment dire, venir précéder donc tout le tableau clinique, et parfois même des années avant donc les signes radiculaires. Ce sont des douleurs qui sont lombaires, qui sont déclenchées surtout par la flexion donc du tronc vers l'avant, et plutôt ce sont des douleurs plutôt mécaniques. Ça veut dire qu'elles surviennent à l'effort et disparaissent au repos. Et à l'examen donc, du rachis, on peut retrouver une attitude en kyphoscoliose. C'est une attitude qui est ontalgique, c'est-à-dire que le patient, donc c'est une attitude que le rachis donc, adopte pour justement diminuer, diminuer l'intensité de la douleur. Donc c'est ce qu'on appelle l'attitude scoliotique, donc ontalgique. Et puis, il y a l'installation ensuite des signes radiculaires. Alors, dans les signes radiculaires, elles sont très caractérisées. Donc, ce sont des douleurs qui sont dessinées. Donc, d'ailleurs, le patient, quand vous l'examinez, donc il vous dit, voilà, c'est une douleur qui commence du rachis, ça veut dire elle vient du rachis, et elles ont un trajet qui est bien typique. Parfois, il peut vous décrire des trajets qui sont un peu bizarres et tout, donc vous dites que c'est une sciatique qui est plutôt atypique. Mais dans la plus grande majorité des cas, donc ce sont des signes, donc des trajets qui sont décrits selon donc un trajet X. Et elle est caractérisée par son trajet, son impulsivité, donc par les efforts, la toux, et puis donc aussi par son côté aussi mécanique. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent être déclenchées par donc un mouvement, ou par un effort de soulèvement, ou par... Et grâce justement à ce trajet douloureux qu'on pourra identifier la racine qui est en cause. Alors voilà, donc on voit très bien donc, les différents types de trajets donc, qui sont décrits par par le malade. Vous avez d'abord donc dans la trajet L3, vous voyez que ici il va du rachis et il va jusqu'à la face interne donc, du genou, donc elle s'arrête là. Au niveau L4, donc elle va du rachis, la face antérieure donc du genou jusqu'à se terminer jusqu'à la face antérieure de la cheville. Vous avez la sciatique L5, donc à partir donc du rachis, elle va longer la partie antéro-externe donc de la cuisse, antéro-externe du genou. Elle va contourner ici la malléole, vous voyez ici la malléole, pour venir sur la face dorsale du pied et se terminer au niveau du gros orteil. Et vous avez donc le trajet S1, donc à partir du dos, il y a un trajet plutôt postérieur au niveau de la face postérieure de la fesse, face postérieure donc de la cuisse, face postérieure de la jambe,
au niveau donc, du talon pour venir au niveau du bord interne et finir au niveau du petit orteil. Donc voilà les trajets typiques et vous allez voir que les patients vous les décrivent de manière très caractéristique. Donc ensuite, vous avez les signes neurologiques, bien sûr. Vous avez votre sciatique qui est claire, vous avez votre syndrome rachidien, votre syndrome, votre syndrome radiculaire. Maintenant, il faut rechercher les autres signes qui peuvent nous signer donc un cas beaucoup plus grave, donc qui pourrait être sujet à une chirurgie urgente. Exemple, pour ce qui est des signes moteurs. Donc, dans le cas où il y a donc des déficits moteurs qui vont s'installer, ça veut dire qu'il s'agit d'une hernie discale qui est plutôt paralysante. Les signes sensitifs aussi, une hypoesthésie, des loges aussi qui peuvent nous conduire donc à une chirurgie en urgence. Il y a une abolition des réflexes ostéotendineux et puis aussi alors le signe de gravité qui est le signe donc les troubles vésico-sphinctériens. Donc, alors vous savez très bien que la racine donc, donc est tributaire. Donc, plutôt un myotome et un dermatome sont tributaires de la même racine. Et bien sûr, lorsqu'il y a une atteinte radiculaire vraie, donc il peut y avoir donc une atteinte de ce myotome. Et du coup, donc on a un déficit moteur. C'est pas un déficit moteur comme vous pouvez le dire. C'est pas un syndrome pyramidal ou donc c'est un déficit moteur de type neurogène périphérique. Ça veut dire qu'il y aura un déficit donc d'une loge, carrément d'une loge. Et le dermatome, c'est la partie donc de la peau qui va être concernée par une hypoesthésie, ça veut dire qu'il y aura un déficit au niveau de la sensibilité superficielle thermoalgésique. Alors, ces signes sont résumés dans ce tableau. Vous avez que, exemple ici pour L3, vous avez le myotome qui est concerné, c'est le psoas, et puis la face interne de la cuisse pour ce qui est du dermatome. Et le réflexe qui est aboli, c'est celui du rotulien. Le quadriceps, donc, qui part au niveau de L4, vous voyez que c'est l'extension de la jambe sur la cuisse. Et vous avez la face antérieure de la cuisse et de la jambe pour ce qui est du dermatome concerné. Donc, il y aura une hypoesthésie au niveau de cette région-là. Et c'est le réflexe rotulien qui sera aboli. Pour ce qui est du myotome, vous avez donc un déficit de la flexion dorsale du pied. Et au niveau donc, ça veut dire que c'est un pied qui va tomber, donc c'est la flexion dorsale du pied. Et vous avez donc la face externe de la jambe qui va être concernée par l'hypoesthésie. Et pour ce qui est de le myotome, donc, alors l'atteinte de la racine S1 va entraîner donc un déficit de la flexion plantaire du pied. Et ceci va entraîner donc un déficit, donc une hypoesthésie de la face postérieure de la jambe avec le bord latéral de la pied et du pied. Et là, c'est le réflexe achillien qui va être aboli. Alors, vous voyez que ici, vous voyez là, donc c'est le trajet de la L5 jusqu'à la face plutôt dorsale du pied. Pareil pour S1. Vous voyez ici jusqu'au bord interne et vous avez ici donc jusqu'au dernier orteil. Topographie donc de la douleur et de l'hypoesthésie aussi. Hein. Alors l'examen clinique, on va apprécier donc la statique rachidienne avec, on peut avoir donc, comme on vous l'a dit, donc une attitude scoliotique. Vous voyez que les différentes attitudes antalgiques qui sont résumées ici par ce schéma-là. Et vous avez bien sûr, quand vous demandez aux patients donc, de se mettre debout, le fait de toucher donc, les épineuses donc, de L5-S1, ceci va entraîner donc, va entraîner donc, la douleur. Et cette douleur qui va irradier au niveau des membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle le signe de la sonnette. Et vous avez aussi donc, le signe très important à connaître, c'est le signe de la ZEC, c'est-à-dire que le patient étude en dectus dorsal. Vous faites donc une flexion de la jambe plutôt de la cuisse sur le tronc et avec une jambe qui est en extension. Et dès lors que vous avez donc une douleur qui est déclenchée, donc vous avez un LASEG positif. Et plus le LASEG donc, est inférieur à 60, plus donc, la douleur est beaucoup plus importante. Et vous avez aussi donc, les points de vallée, ça veut dire c'est des douleurs provoquées à la palpation selon le trajet du nerf. Ça veut dire soit le nerf sciatique S1, ça veut dire face postérieure de la cuisse, face postérieure de la jambe,
et au niveau du tendon d'Achille, et au niveau donc du trajet L5, ça veut dire la face antéro-externe de la cuisse, antéro-externe de la jambe, jusqu'au bord interne du pied. Et vous avez aussi donc les déficits, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on a un déficit au niveau de la loge antéro-externe qui nous renvoie vers la sciatique L5, donc il y aura une difficulté à marcher sur le talon. Et quand le déficit concerne la loge donc, tributaire de la racine S1, ça veut dire qu'il y aura donc, un problème donc, de difficulté de station debout sur la pointe des pieds. L'intensité du déficit sera cotée, bien sûr, de 1 à 5. Donc, c'est le testing musculaire après qui va permettre donc, de dire est-ce qu'il s'agit d'une sciatique paralysante qui constitue, bien sûr, une urgence thérapeutique. Et vous avez aussi donc, le déficit sensitif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit ce sont des hypoesthésies ou carrément des dysesthésies ou bien des hypoesthésies, soit au niveau donc, de la face antéro-externe de la jambe, le dos du pied, donc ça va être L5, soit la face postérieure de la jambe, port externe du pied, donc c'est la racine S1. Pour les réflexes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'abolition, diminution abolition du réflexe acquilien qui concerne la racine S1. Donc il n'y a pas d'atteinte au niveau de L5, bien sûr, parce que donc la racine ne passe pas par aucun comment dire, ni par le rotulien, ni par l'aquilien pour pouvoir l'abolir. Alors, une fois que le patient arrive à votre consultation avec une sciatique typique, ça veut dire si tu as une sciatique S1 ou sciatique S5, donc comment dire, le réflexe de tout médecin, c'est de lui demander une radio standard, donc radio du rachis lombo-sacré. Dans les rachis lombo-sacré, ça permet d'ailleurs d'abord de voir s'il n'y a pas d'anomalie de la statique du rachis, s'il n'y a pas d'anomalie transitionnelle, pour voir s'il n'y a pas déjà de signes de discopathie dégénérative, ça veut dire qu'il y a des signes aussi d'arthrose, donc il y a des ostéophytes qui peuvent déjà se voir déjà. On peut avoir aussi, s'il n'y a pas de sténose canalaire associée, et voir aussi s'il n'y a pas des pincements discaux, ça veut dire que vous allez voir que la hauteur au niveau interdiscal ici, la intersomatique, donc la hauteur, donc il y aura une perte dans la hauteur de la hauteur qui peut signer une migration du matériel discal. Donc, il peut y avoir aussi un bâillement intersomatique aussi postérieur qui est électif, qui est exemple ici. Donc, vous voyez que là, donc il y a un bâillement, et puis donc là, il y a au contraire, donc il y a une perte de la hauteur en intersomatique. Alors, les examens complémentaires, vous avez aussi, donc vous voyez ici, donc il y a le scanner qui permet ainsi de faire le diagnostic formel d'une hernie discale. Vous voyez que tout ça, c'est le matériel discal qui est sorti dans le canal. Il a fait hernie dans le canal. Ici, vous avez donc même une calcification qui est associée. Donc, l'intérêt du scanner de faire le diagnostic de la hernie discale, et de voir l'importance du matériel discal qui est extru dans le canal, et puis de pouvoir aussi de le classer. Est-ce que c'est une hernie discale qui est plutôt postérieure, postérolatéral, si elle est foraminale ou extraforaminale. Ça permet ainsi de faire ce qu'on appelle un bilan un bilan pour le planning préchirurgical. L'IRM, bon, elle ne trouve pas tellement d'indications quand il s'agit d'une hernie discale. Donc, généralement, nous, on se contente de faire juste un scanner pour pouvoir décider de l'indication chirurgicale. Donc, l'IRM, dans certaines situations, on pourrait la demander, surtout en cas de récidive. C'est-à-dire que s'il y a un patient qui a été déjà opéré d'une hernie discale et on redoute justement une récidive, on peut avoir recours à une hernie discale pour voir si est-ce qu'il s'agit réellement d'une reprise, une récidive de hernie discale, ou bien de fibrose qui peut être à l'origine de la clinique du patient. Et puis l'IRM a l'avantage aussi d'avoir une bonne définition de tout ce qui est ligaments, les ligaments communs vertébrales postérieurs notamment, une meilleure définition surtout du ligament. Alors, comme je vous l'ai dit, les formes cliniques
sont les formes donc, à connaître, parce que c'est les formes qui vont conditionner donc, la prise en charge. Vous savez que pour la forme paralysante, quand même, elle est rare, elle fait 1 à 2% des sciatiques, avec un déficit moteur, avec un testing qui est inférieur à 3, et elle se voit le plus souvent dans les atteintes L5. Donc, dans les formes paralysantes, ça veut dire que c'est un patient qui va venir avec une démarche avec un pied tombant, donc c'est une démarche avec un pied tombant, et il va y avoir donc soit un déficit donc, de la flexion plantaire du pied ou la flexion dorsale du pied, donc selon qu'il y a une atteinte L5 ou S1. Ça veut dire que c'est un patient qui va peut-être ne plus avoir de douleur. C'est des gens qui vont vous dire, j'ai longtemps été suivi pour une hernie discale, j'avais des douleurs et tout d'un coup, donc les douleurs se sont atténuées, mais là, je n'arrive plus à mouvoir mon pied. Ça veut dire soit faire une flexion dorsale, une flexion plantaire. Donc c'est la forme paralysante, c'est une forme qui est d'indication, donc c'est l'indication chirurgicale et de mise dans ces cas-là. Il y a les formes aussi hyperalgiques. Ça veut dire une forme hyperalgique, ça veut dire que c'est un patient qui est cloué au lit, donc qui est incapable de se mouvoir, malgré donc toutes les mesures donc, qui est instaurée, ça veut dire un repos, il n'y a pas de contrainte mécanique, donc c'est un patient qui a été mis sous traitement, ça veut dire à base de traitement donc d'AINS, donc d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, parfois même des corticoïdes, des antalgiques majeurs, et parfois même par voie générale, et avec ça, donc la douleur persiste toujours. Là, donc, ça devient une forme donc, hyperalgique, et là, il faudrait opérer pour soulager le patient. Et bon, la forme la plus grave, c'est la forme avec syndrome de la queue de cheval. Dans le syndrome de la queue de cheval, ça veut dire que c'est une forme quand même qui est évoluée. Elle se traduit donc par un déficit sensibilité moteur. Ça veut dire que c'est un patient qui va venir avec un déficit donc, de la flexion dorsale ou la flexion plantaire du pied, avec un déficit sensitif, c'est-à-dire qu'il y aura une hypoesthésie au niveau des loges antéro-externes ou loges postérieures, donc comment dire, de la jambe, avec des troubles sphinctériens, c'est-à-dire ça peut être donc, soit une incontinence urinaire, ou bien donc, ça peut être aussi donc, une anesthésie en selle, et là, donc, là, ça devient une urgence. Bien sûr, quand vous faites l'examen, vous allez retrouver donc, un réflexe achillien qui est aboli. Donc voilà, là, le syndrome de la queue de cheval est une forme grave, donc il faudrait opérer dans les plus brefs délais pour donc, pouvoir pallier donc, à ce problème. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de la prise en charge, il faut savoir que ce qui est sujet, donc ce qu'on vient de voir là maintenant pour les hernies discales qui sont sujettes à la chirurgie, elles ne concernent que 20% en fait, 20% de la sciatique, donc 20% des hernies discales. Dans 80% des cas, généralement, les hernies discales, donc les sciatiques, peuvent guérir sous traitement médical, et parfois même on peut les confier à un traitement par physiothérapie. Alors, ça peut être donc des médicaments à base donc comment dire, d'antalgiques qui peuvent aller jusqu'aux morphines. On peut utiliser aussi donc, des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, et puis utiliser aussi des biorelaxants. Généralement, c'est l'association des 3 médicaments qui a permis d'avoir donc une bonne efficacité. Donc, quand on associe les 3, on arrive quand même à avoir comment dire, une guérison, disons une guérison, même si elle est même s'il peut y avoir donc, des accès douloureux après, donc, mais on arrive quand même à l'avoir dans 80% des cas. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, le traitement de la crise, c'est quoi? C'est le repos. C'est la partie essentielle. Il est un truc important aussi qu'il ne faut pas méconnaître aussi, c'est la prise de poids. Donc, il faut, si on voit que, que l'indice, donc que comment dire, l'IMC du patient est assez important, donc il faut demander à ce qu'il fasse donc un régime, parce que c'est très important, le fait de diminuer le poids, donc ça permet de diminuer de manière importante donc le nombre d'accès douloureux donc liés donc à la sciatique. Ensuite, donc, avec le repos aussi, donc le repos, ça veut dire repos, c'est quelques jours sur un plan dur, donc éviter toute contrainte, donc sur le rachis lombaire. Associé aussi donc, à la prise d'antalgiques,
avec les 3 niveaux. Utilisation aussi d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit par voie orale, soit par voie intramusculaire. Et utiliser aussi des myorelaxants pendant 8 jours. Donc, il y a certains qui peuvent utiliser aussi donc, des patchs, des pommades. Donc, et ensuite, après, donc, une fois que la crise cède, après que la crise cède, on peut donc commencer donc un traitement par physiothérapie, c'est-à-dire une rééducation fonctionnelle. Ça permet donc de renforcer la musculature du dos et ça permet donc de diminuer donc les accès douloureux. Donc, d'autres traitements sont souvent associés. Le repos est conseillé, la ceinture aussi lombaire, dans certaines situations, surtout pour les patients qui conduisent, qui font de longs trajets, donc on leur demande de mettre quand même la ceinture lombaire, donc ça permet donc de maintenir donc le rachis lombaire, donc selon une posture qui permet donc de diminuer les accès douloureux. Vous avez la kinésithérapie, comme je vous l'ai dit, donc en dehors des phases douloureuses. Vous avez aussi donc, des infiltrations dans certaines situations. On peut être amené à mettre donc, des infiltrations de corticoïdes, mais il faut savoir qu'elles n'ont pas vraiment fait la preuve de leur efficacité. Alors, pour ce qui est de la chirurgie, comme je vous l'ai dit, donc en cas de crise résistante à un traitement médical correct, c'est-à-dire dans un délai de 4 à 6 semaines, on essaye donc un traitement bien conduit, on essaye donc de réajuster à chaque fois. Si on voit que la douleur donc persiste et qu'elle a un impact réel sur la qualité de vie du patient, parce que c'est très important de dire au patient qu'une fois opéré, donc sa vie ne va pas être la même. Donc une fois opéré, c'est un patient qui doit faire très attention, aucun mouvement de soulèvement. Donc même pour la pratique d'une activité sportive, ça va être difficile parce que donc faut éviter donc tout sport qui est intensif. Donc tout ceci doit être discuté avec le patient de manière très et à chaque fois, donc il faut essayer de changer le traitement médical et de voir si sous traitement médical, donc la crise pourrait céder. Sinon, donc il sera donc sujet donc à une chirurgie. Donc vous avez aussi donc la sciatique paralysante vraie, donc c'est clair. Donc et la paralysante vraie, ça veut dire qu'il y a réellement donc un déficit moteur et parfois même un déficit sensitif associé. Et bien sûr, donc l'urgence qui est l'urgence même donc en matière donc, de hernie discale, c'est l'association d'un syndrome de la queue de cheval. Et là, donc, il ne faut pas attendre, il ne faut pas hésiter donc, à opérer le patient dans les plus brefs délais pour espérer donc, une récupération, surtout des troubles génitaux sphinctériens. Donc, parfois, on est même amené donc, à le confier donc, à une rééducation fonctionnelle, pour une rééducation aussi vésicale, donc, pour qu'il puisse récupérer donc, une motilité des sphincters qui soit adéquate. Alors, c'est quoi le but de la chirurgie? Donc, le but de la chirurgie, donc, généralement, nous, quand on opère, on va directement donc, vers l'espace qui est concerné donc, par la hernie discale, donc l'espace L4, L5 ou L5S1. Donc, ça dépend donc, maintenant de la hernie, donc de la localisation de la hernie. Lorsqu'il s'agit d'une hernie qui est très importante, elle est postérolatérale et postérieure et postérolatérale, elle vient combler tout le canal, donc peut-être on sera obligé donc, de faire une laminectomie, ça veut dire on enlève carrément la lame postérieure, donc la laminectomie, donc la lame, et là, ça permet donc d'aller directement donc, disséquer des deux côtés, donc les deux racines pour pouvoir chercher donc, le matériel discal qui est exclu. Donc, on cherche donc, à le disséquer donc, de la racine pour pouvoir ainsi donc, la libérer et continuer la dissectomie au niveau de l'espace intersomatique, donc en utilisant bien sûr le matériel qui est adéquat. Dans certaines situations, lorsque la hernie discale est juste au niveau donc, du foramen, ça veut dire lorsqu'elle est foraminale, donc on fait ce qu'on appelle un abord interlamaire, ça veut dire interlamaire, ça veut dire on va aller entre les lames.
entre les lames, exemple de L4, L5 ou de L5, S1. Donc, on fait un abord interlaméraire pour accéder directement donc, à l'origine de la racine et de là donc, au disque pour pouvoir ainsi donc, le disséquer donc, et procéder à une dissectomie. Donc, on enlève le disque et on libère ainsi la racine. Et la racine doit être libérée depuis son émergence, ça veut dire au niveau donc, du four dural jusqu'au foramen de conjugaison. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit libérée sur toute sa longueur pour s'assurer que, que le patient n'aura plus donc, ces douleurs donc, dues à l'irritation de cette racine-là. Donc voilà, ce n'est qu'à ce prix qu'on arrive à avoir un objectif. Un objectif, c'est celui d'avoir donc de ne plus avoir de douleur. Voilà. Et généralement, cet objectif est observé dans la plupart des cas. Dans certaines situations, on peut avoir donc des échecs. Donc des échecs qui sont dus, généralement, ils sont dus à une inflammation qui a été longtemps, ça veut dire que c'est des racines qui ont été longtemps soumises donc à une irritation, et c'est comme ça qu'on aura peut-être des douleurs qui peuvent persister. Mais dans la plupart des cas, grâce à l'intervention chirurgicale, donc on arrive quand même à soulager le patient de cette douleur, et parfois même, quand il y a des troubles génito-sphinctériens, même des déficits, il peut y avoir donc une récupération qui est opératoire immédiat. Donc, immédiatement après l'intervention chirurgicale, il arrive quand même à pouvoir mouvoir donc, comment dire, les petits les orteils, et à mouvoir aussi donc, le dos du pied ou la plante du pied donc, de manière normale. Donc, généralement, après l'intervention chirurgicale, donc les, les résultats sont spectaculaires. Donc, il faut dire que voilà, c'est en fonction aussi, donc, comme je l'ai dit, quand je l'ai écrit maintenant, donc c'est en fonction aussi donc, de la durée, la durée durant laquelle donc, la racine a été soumise donc, comment dire, à une contrainte par rapport donc, au disque qui est exclu. Alors, en conclusion, donc, la lombosciatique est un symptôme qui est très fréquent, dû à des facteurs qui sont divers, avec migration du matériel discal par voie postérolatérale, le plus souvent responsable d'une irritation radiculaire provoquant la symptomatologie clinique. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, la prise en charge est dans la plupart des cas médicale. Donc, au fur et à mesure, donc c'est une comment dire, prise en charge qui doit être revue, donc au fur et à mesure donc, des différentes consultations. Le traitement chirurgical, comme je l'ai dit, donc c'est un traitement qui doit être retenu ou doit être indiqué que lorsqu'il y a échec du traitement médical, et puis en dehors aussi donc certaines situations d'urgence, comme dans les sciatiques paralysantes et syndrome en cas d'association d'un syndrome de la queue de cheval. Alors, je ne sais pas si on posera des questions maintenant, parce que sinon, je vais passer à la torticolis. Alors, radiologie, vous pouvez refaire la partie radiologie standard, d'accord. Alors, le deuxième, salam alaikum, je souffre d'une hernie discale, L4, L5, et L4, L5, voilà, L5, S1, depuis 13 ans, hernie postérolatérale, testing 10/10, donc il y a 5/5 testing musculaire normalement, EMG, dénervation chronique des deux membres inférieurs, ok. Cliniquement, lombalgie, des fois irradiation à la face postérieure de la fesse, membre inférieur sans douleur, je travaille 6 mois, je tombe malade pour 1 mois jusqu'à 45. Je suis obèse avec un IMC. Dans mon cas, une chirurgie est-elle justifiable? Alors, donc, de 1, donc, apparemment, vous souffrez plus de lombalgie que de sciatique. Généralement, on n'opère pas les lombalgies, on opère les sciatiques. De 1. De 2, vous avez une IMC quand même qui est importante. Donc, la première chose, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de diminuer le poids. Ça veut dire combien même, si vous présentez une sciatique vraie et que vous êtes opéré, le fait d'avoir donc un poids qui est important, donc il y aura un échec thérapeutique, il y aura un échec après la chirurgie. Donc, la première des choses, il faut diminuer le poids. C'est très, très important. C'est très important. Ça veut dire que vous diminuerez, mais très importante, la contrainte sur le dos. Et ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez une amélioration sur le plan de douleur. Donc, comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas de sciatique vraie,
Généralement, quand il n'y a pas de sciatique, c'est juste des lombalgies, donc il n'y a pas d'indication chirurgicale. Mais ça peut donc évoluer vers une sciatique si vous ne vous prenez pas en charge rapidement. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et bien sûr, il faut, dans des situations pareilles, donc, il faut vous aider, bien sûr, par une kinésithérapie, puisque c'est des douleurs, quand même, c'est des accès qui vous reviennent chaque 6 mois. Donc, il faut faire une kinésithérapie et surtout les séances de natation. Si vous arrivez à faire des séances de natation, il n'y a pas mieux parce que c'est le meilleur sport qui permet donc de renforcer toute la musculature du dos. Ça veut dire ça veut dire et ça ne va pas aggraver, justement, c'est le seul sport qui ne va pas aggraver donc votre situation. En matière de... Alors, Keltiquin, c'est quoi? C'est du kétotifène? C'est quoi le... Non, oui, enfin, si c'est du kétotifène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Bah oui, donc on peut utiliser tous les INS, donc alors, est-ce que l'hérédité est incriminée dans la hernie discale? Donc non, pas l'hérédité. Donc l'hérédité, non, il n'y a pas d'hérédité dans la hernie discale. Généralement, on peut avoir bien sûr un rachis qui peut être sujet donc, à plus de contraintes par rapport à d'autres. Donc, c'est les microtraumatismes, c'est comme pour le rachis cervical. Donc, c'est les microtraumatismes constants. Donc, voilà. Ouais. Pour la natation, je fais la nage libre ou juste sur le dos. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. Bon, alors je vais répondre pour l'hérédité. Donc, il n'y a pas d'hérédité. Donc, l'hérédité n'est pas incriminée. Donc, bien sûr, il peut y avoir juste donc plutôt le côté, je veux dire, chez les sujets qui sont en surpoids. Donc, parce que vous savez que le surpoids est beaucoup incriminé dans les problèmes de dos. Donc, le surpoids, c'est vraiment le plus gros fléau. Donc, c'est l'ennemi du dos par excellence. Donc, mais il n'y a pas d'hérédité liée donc donc c'est plutôt c'est plutôt une contrainte mécanique. Voilà, c'est la contrainte mécanique qui crée ces situations donc, de sciatique et de hernie discale. Alors, vous m'avez dit, alors pour la natation. Donc, la natation, il ne s'agit pas de faire que de la natation, je veux dire nage libre. Non, il faut que vous soyez assisté par un coach qui permet donc de vous aider à faire ce qu'on appelle un renforcement musculaire. Donc, c'est un renforcement musculaire grâce à la natation. Grâce à ça, c'est un renforcement musculaire qui est fait sous l'eau, parce que l'avantage, c'est que sous l'eau, vous diminuez la pression sur le dos et vous pourrez travailler beaucoup plus à l'aise pour comment dire, renforcer donc cette musculature qui est ô combien importante. Voilà. Oui, oui, bien sûr que je vais vous donner mon mail. Alors, il y a monsieur donc, Boudoumi donc, qui me demande de refaire la partie radiologie standard. Alors, je vais la refaire tout de suite. Alors, en fait, pour la radiologie standard, alors pour ce qui est de la radiologie, alors, je vous ai dit, c'est réflexe pour n'importe quel médecin quand il reçoit donc, un patient donc, qui se plaint donc, de douleur lumbago, comment dire, d'un lumbago ou d'une sciatique, donc c'est de demander un rachis lombo-sacré, donc face profil. Alors, qu'est-ce qu'on demande? D'abord, on demande, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche d'abord donc, les attitudes en kyphoscoliosis. Généralement, c'est des attitudes qui sont antalgiques. De deux, on recherche donc les signes qui sont en rapport avec une arthrose. Donc, parfois, donc, on peut avoir ce qu'on appelle des hernies discales qui sont dégénératives, c'est-à-dire que c'est le processus donc, de vieillissement qui va créer donc, un dessèchement donc, comment dire, de l'annulus, et c'est comme ça qu'on aura donc, cette hernie discale. Donc, il faut rechercher aussi tout ce qui est attrait donc, à une arthrose lombaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir comment dire, des becs ostéophytiques. On peut avoir aussi donc, de l'arthrose apophysaire postérieure. Il peut y avoir aussi donc, des calcifications du ligament commun vertébral postérieur, des ligaments jaunes notamment aussi. Donc voilà ce qu'on recherche aussi au niveau de la radiographie standard. Au niveau des radiographies standards, on recherche aussi ce qu'on appelle des anomalies transitionnelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit une lombalisation de S1 ou une sacralisation de L5. Ça veut dire que ce sont des anomalies transitionnelles. C'est très important de les connaître parce que pourquoi? Ça permet ainsi de rallier donc, la sciatique par rapport à, comment dire,
par rapport au niveau, au disque qui est concerné, donc par rapport au disque, donc disque L4, L5 ou L5, S1. Et en ayant donc connaissance de ces anomalies transitionnelles, ça permet de mieux comprendre donc la clinique du patient. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi avoir? Donc c'est surtout, on va avoir aussi donc la hauteur. Je vous ai dit la hauteur interdiscale ici, la hauteur. La hauteur, donc, elle est très importante à connaître, à voir aussi. Donc, vous voyez que dans certaines situations, on a une perte, donc ce qu'on appelle un pincement discal. Donc, donc il y a une diminution de la hauteur donc, en intersomatique. Ça veut dire c'est ça. Intersomatique, c'est entre les corps vertébraux. Ça veut dire qu'il y a eu donc il y a du matériel discal qui est sorti. Le fait que le matériel discal soit sorti, donc il y a un pincement au niveau donc, intersomatique. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on voit. Donc sur les radios standards. Maintenant, pour ce qui est du scanner, le scanner, il vous permet d'avoir le diagnostic carrément. Donc, exemple ici, vous voyez qu'on voit que tout le matériel discal est sorti. Il y a même une calcification qu'on voit ici. Donc, c'est tout le matériel qui a comblé donc, tout le canal. Vous voyez que ici c'est la vertèbre. Là, ce sont les limbes, les épineuses. Et vous voyez que tout ça, donc le canal est rempli donc, par du matériel discal. Et là, comme je vous l'ai dit, dans ces situations pareilles, on est obligé donc, carrément d'enlever la lame pour aller chercher donc, tout ce matériel discal parce qu'il a comprimé tout le fourreau dural. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les racines qui sont sorties, parce que généralement, les racines, elles sortent par là. Donc là, ça a comprimé toutes les racines de la queue de cheval. Ça veut dire qu'au niveau donc, du cul-de-sac en bas, donc toutes les racines qui sont contenues dans le cul-de-sac vont être comprimées justement par ce matériel discal qui doit être donc, enlevé en urgence, parce que sinon, vous risquez donc, un syndrome de la queue de cheval. Maintenant, dans certaines situations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il peut y avoir d'autres types donc, de hernie discale. Là, je vous ai dit, c'est une postérieure postérolatérale avec tout. Donc, c'est carrément une hernie qui est exclue. Ça veut dire qu'elle est exclue complètement dans le canal. Dans certaines situations, il y a des bombements discaux qui se font là. Donc, là, c'est là où ils vont avoir une irritation donc, du nerf, de la racine plutôt quand elle sort donc, du canal vers dans le trou de conjugaison. Là, il s'agit donc de faire juste un abord interlamaire, ça veut dire d'aller entre les lames et d'aller chercher donc, ce matériel discal, de faire une dissectomie et de libérer la racine. Donc ça dépend en fait, ça dépend de l'importance de la hernie discale, ça dépend aussi de la localisation de cette hernie discale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il y a certaines positions qui peuvent, exemple, quand elle est postérieure, quand elle est au niveau foraminal, il suffit qu'il y ait un tout petit matériel discal qui sorte par là pour que la racine soit comprimée. Alors que là, dans certaines situations, quand elle est juste postérieure ou médiane, il faut quand même il faut qu'un matériel discal soit beaucoup plus conséquent pour entraîner une clinique. Donc, vous voyez que ça diffère. Vraiment, et dans toutes les pathologies, vous voyez qu'il y a beaucoup de formes et en fonction justement des données de la clinique et de données aussi donc, de l'imagerie, notamment donc, en ce qui concerne donc, le scanner cérébral, c'est avec donc, cette confrontation radioclinique qu'on pourra après donc, prendre la meilleure décision qui soit pour le malade. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Pourquoi ne pas demander le scanner en première intention? Bien sûr, quand vous avez une sciatique qui est vraie, donc, et vous examinez le patient, donc vous voyez que la sciatique, elle est typique, qu'il s'agit donc d'une sciatique S1, S5 typique. Oui, bien sûr, vous pouvez demander un scanner, c'est tout à fait normal. Donc, je vous ai dit, quand on demande une radio du crâne, une radio du rachis sacré, c'est surtout quand il s'agit juste de lombalgie ou de lumbago. Mais quand il s'agit de sciatique vraie, ça veut dire que selon un trajet bien défini, donc typique et tout, donc généralement on demande un scanner. Oui, effectivement, vous avez raison. Pour ce qui est de quelle est la place des myorelaxants, donc les myorelaxants, donc oui, bien sûr, la place, je l'ai dit d'ailleurs, les myorelaxants sont indiqués dans ces situations-là. Ça permet donc de diminuer donc la douleur. Ceci dit, donc c'est des traitements qui sont de très courte durée. Donc généralement, quand je les donne pas plus de 5 jours. Bon, à un certain moment, il y avait bon, je pense que maintenant, actuellement, il y a le Midocalm qui est utilisé. Le Midocalm, donc c'est ce qu'on donne le plus. Donc c'est le Midocalm. Voilà, quel est le meilleur? Donc généralement, c'est le Midocalm. Alors, la douleur est-elle
Alors, la douleur est neurogène ou inflammatoire ou X. Alors, la douleur est neurogène, bien sûr. La douleur ne peut être que neurogène. Pourquoi neurogène périphérique? Parce qu'elle atteint la racine. Donc, vous savez que les douleurs, elles peuvent être soit d'origine neurogène dans le sens, c'est une irritation du nerf en lui-même. Donc, mais par contre, la douleur neurogène, elles peuvent être soit mécanique, ça veut dire qu'il y a une compression directe du matériel discase, donc c'est tout à fait normal. Donc il y a une racine, elles sont comprimées donc par elle est comprimée par donc le matériel discal. Du coup, donc vous avez bien sûr une douleur d'origine mécanique, il y a une compression mécanique. Mais après, au fur et à mesure, donc il y a de l'inflammation qui va s'installer. Et vous aurez donc une composante inflammatoire qui se surajoute. Et là, ça va faire exacerber encore la douleur. D'ailleurs, on le voit nous-mêmes. Quand on ouvre, on voit une racine qui est comme ça, rouge, parfois même violacée. Et parfois, on trouve donc une racine qui est juste comprimée par le nerf, plutôt le matériel discal. Et donc, une fois que vous avez enlevé la contrainte, ça veut dire ce qui pousse contre la racine, c'est bon. Mais parfois, on trouve des racines qui sont totalement rouges, inflammées. Et là, donc, on se dit quand même, il y a eu une inflammation qui s'est installée. Donc, neurogène, oui, parce qu'il y a comment dire, il y a une atteinte de la racine, donc elle est neurogène périphérique. D'ailleurs, c'est un syndrome neurogène périphérique quand on va définir donc comment dire la sciatique commune, c'est quoi? C'est un syndrome neurogène périphérique dû à une contrainte qui est mécanique, ça veut dire par le matériel discal qui a comprimé directement la racine. En plus, donc va se surajouter donc une inflammation, c'est tout à fait normal, une inflammation qui va se surajouter bien sûr au fur et à mesure. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question, j'espère. Oui, bien sûr, je vais vous donner alors l'intérêt de bolus sur le modèle Voltaren. Bien sûr, donc généralement dans les crises hyperalgiques, donc on donne des corticoïdes, donc des corticoïdes, du Voltaren en IM. Donc oui, oui, tout ça. Donc vous pouvez donc utiliser tous ces anti-inflammatoires justement pour pouvoir pallier à cette douleur, à l'accès douloureux. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque la douleur est neurogène, le traitement sera les analgésiques. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des analgésiques, il faut qu'il y ait des douleurs analgésiques et même des anti-inflammatoires. Oui, bien sûr, on utilise des antalgiques et on utilise des anti-inflammatoires, c'est ce que j'ai dit. Donc, on peut utiliser toutes comment dire, la panoplie donc de traitements antalgiques et anti-inflammatoires qui est disponible justement pour pouvoir pallier donc à cette douleur. Oui, on peut aussi utiliser le tramadol, oui. On peut utiliser l'Irica, le tramadol. Bon, on commence bien sûr par du paracétamol codéiné, et on peut aller donc crescendo en utilisant aussi donc le tramadol. Il m'est arrivé de donner du tramadol à des malades présentant donc une sciatique. Donc c'est bon, quoique les tramadol peut donner certains signes cliniques, savoir donnez-nous une ordonnance type. Alors, ordonnance type, généralement, donc ça dépend aussi donc du cas auquel on est confronté. Quand c'est des douleurs, donc c'est un premier accès, donc on donne juste du diantalvic, quand on donne diantalvic, puis on peut donner donc du Voltaren LP à 75 avec bien sûr une couverture avec un pansement gastrique. Maintenant, si c'est des douleurs qui sont très importantes, intenables, donc on peut aller jusqu'au Lyrica, donc le tramadol, on peut donner donc du Voltaren donc en injectable, associé donc à des myorelaxants type Nidocal. Donc, dans certaines situations, on est peut-être même obligé donc de donner donc des traitements par voie parentérale. Donc ça dépend de la situation auquel on est confronté. Alors, intérêt de certains antidépresseurs. Oui, alors intérêt de certains antidépresseurs. Donc moi, je ne donne pas d'antidépresseurs dans les... Donc, quand on traite bien, donc là, on n'a pas à avoir recours donc, à des antidépresseurs. Alors, des sciatalgies chez l'enfant, je vous dis que j'ai déjà opéré. La durée de traitement, d'accord. Alors, existe-t-il des sciatalgies chez l'enfant? Oui, effectivement. Donc, chez des enfants, non, plutôt des adolescents. Donc, on a dû opérer, moi, j'ai dû opérer donc, un adolescent porteur d'une hernie discale, mais c'était généralement post-traumatique. Donc, c'était une extrusion donc, du matériel discal à la suite d'un traumatisme violent. Donc, voilà, donc sciatique,
Mais donc une sciatique commune comme ça chez l'enfant, c'est difficile. Bon, alors les intérêts, effectivement. Alors les corticoïdes, indication posologie, effectivement, je vous ai dit, donc les corticoïdes trouvent leur indication. Pour ce qui est des corticoïdes, donc généralement, on les donne en fonction. Si c'est un accès donc, très douloureux, donc c'est un traitement qui peut aller, jusqu'à 1 mois, donc avec des doses dégressives. On donne donc 40 mg donc la première semaine, ensuite on passe à 20 mg la deuxième semaine et 20 mg un jour sur 2, donc les 15 autres jours, et puis on arrête. Donc voilà, c'est un traitement à dose dégressive crescendo pendant 1 mois, donc jusqu'à ce que le patient s'améliore. Alors l'intérêt de la vitaminothérapie, oui, bien sûr, donc il faut toujours donc, donner des vitaminothérapie, surtout quand il vous dit qu'il y avait des paresthésies, donc des fourmillements. Donc la vitaminothérapie, donc généralement on donne des neurovitamines associées même avec du magnésium, c'est ce qu'on appelle l'additiva magnésium, et ça donne de très bons résultats. Alors, la baisse de la vitamine D, B12, non. Par contre, là, dans les hernies discales, non. Donc, ce n'est pas du tout incriminé comme cause d'hernie discale, pas du tout. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. De toute façon, je vais vous laisser le mail. Je vais vous laisser mon mail. Et si vous avez n'importe quelle zone d'ombre, donc il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, pour ce qui est des torticolis, donc le torticolis est plutôt un symptôme. Ce n'est pas une maladie en soi, donc c'est plutôt un symptôme. Donc, on va le traiter comme tel d'ailleurs. Donc, on va le traiter comme tel. C'est en fait un item qui est très, très vaste. Très vaste. D'accord. Alors, en fait, un torticolis, comme je vous l'ai dit, donc c'est un trouble douloureux des muscles cervicaux. Alors, il se voit généralement entre 30 à 60 ans. Il y a certaines situations, on peut avoir ce qu'on appelle une torticolis congénitale. C'est-à-dire que c'est des nouveau-nés qui naissent donc avec un torticolose qui sont dus soit donc à une contracture musculaire congénitale ou bien donc, une manœuvre d'extraction. Donc, il peut y avoir donc une contracture liée donc à un accouchement dystocique. Donc, il peut y avoir aussi donc une entité qui à part, c'est ce qu'on appelle donc le torticolis congénital. Il est 2 fois plus courant chez la femme que chez l'homme. Donc, en fait, c'est un spasme douloureux des muscles du cou et habituellement d'un côté. Mais il reste quand même rare. C'est un symptôme qui est rare. Il atteint 1 sur 10 000 habitants. Quand même. Il est extrêmement douloureux et parfois très invalidant. Il peut même avoir un impact réel sur la qualité de vie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, le torticolis, c'est quoi? C'est une contracture involontaire et douloureuse d'un ou plusieurs muscles du cou. Alors, c'est quoi les muscles du cou? C'est les sternocléidomastoïdiens et les trapèzes. C'est les muscles qui sont le plus concernés par cette contracture douloureuse qui va entraîner cette attitude vicieuse pour que le patient n'arrive pas, dès que vous tentez donc, une réduction de ce torticolis, donc il y a une exacerbation justement de cette douleur. Donc, il est le plus souvent bénin, peut-être lié aussi à un traumatisme, et généralement, il cesse de lui-même, donc avec ou sans traitement. Donc, au bout d'un certain moment, il peut cesser, donc parfois même au courant de la journée. Cependant, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les torticolis spasmodiques, c'est-à-dire que c'est un torticolis qui va venir, donc plusieurs accès de torticolis, et généralement, dans certaines situations, on ne trouve aucune cause, et on a incriminé même les causes psychiques, donc d'origine psychique. Alors, en plus donc, de la douleur, on peut avoir une limitation des mouvements de la tête et du cou. Ça veut dire que le patient, il va avoir donc, comme symptôme l'impossibilité de bouger la tête, de mouvoir la tête dans tous les sens. Ça veut dire qu'il va pencher la tête d'un côté, soit un peu vers l'avant, soit envers la tête. Donc, il aura donc une attitude vicieuse d'un côté, soit un peu vers l'avant, soit un peu vers l'arrière, et elle peut s'accompagner, cette attitude vicieuse peut s'accompagner d'une brûlure, donc d'une douleur névralgique qui va parcourir donc, l'épaule avec jusqu'au membre supérieur. C'est ce qu'on appelle les névralgies cervico-brachiales. Alors, comme je vous l'ai dit au début de mon laïus, le torticolis n'est qu'un symptôme. Il est peut-être banal, mais il peut cacher des causes qui sont très sévères.
très sévère, parfois même très dur, très grave. Donc, le torticolis, autant on peut dire que c'est un symptôme qui est plutôt banal, autant il faut vraiment le prendre au sérieux parce que ça peut revêtir, donc peut-être ça peut plutôt masquer. Donc, c'est un symptôme qui peut révéler donc une pathologie qui est grave. Donc, c'est d'où l'importance d'organiser une démarche diagnostique pour en trouver l'étiologie. Donc, il faut pour dire que c'est un torticolis d'origine psychogène ou d'origine spasmodique, il faut que ça soit vraiment un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer toutes les causes qui pourraient être graves, donc qui pourraient être liées donc, à ce torticolis pour dire que finalement, il s'agit d'un torticolis spasmodique. Alors, le torticolis, donc c'est une polysie inclinée donc, de tourner de la tête, avec apparition brutale et progressive douloureuse à toute tentative de réduction. Alors, l'examen clinique. L'examen clinique est simple. Il doit être conduit avec méthode et rigueur. Vous savez qu'à la base de tout examen clinique, d'abord l'interrogatoire. Il faut rechercher l'interrogatoire dans toute pathologie infectieuse. Donc, il va me ramener vers une cause infectieuse, vers une cause traumatique. Il précise les modalités de survenue d'un torticolis brutal ou progressif et il va évaluer l'importance de la douleur et les signes, et puis l'apparition aussi de signes fonctionnels qui soient associés. Alors, l'examen clinique. L'examen du coup va montrer donc, la contracture du sternocleidomastoïdien qui est très claire, qui est responsable de l'inclination de la tête d'un côté. Et quand vous essayez donc, de faire une réduction de ce torticolis, ça veut dire que le patient, vous essayez de redresser, donc de lui faire redresser la tête. Donc, ça permet donc, de pouvoir distinguer. Les torticolis vrais, ça veut dire lorsqu'il y a une contracture qui est irréductible, c'est-à-dire impossible donc, de réduire donc, la position de la tête, des attitudes d'un torticolis. Le reste de l'examen régional comporte une évaluation de la sphère ORL. C'est très important d'étudier toute la sphère ORL, à savoir donc, le nez, la gorge, les oreilles, les adénopathies cervicales. Alors, l'examen, il faut aussi un examen neurologique qui est systématique, c'est très important parce que ça permet donc, de pouvoir mettre l'accent sur certaines pathologies qui peuvent être à l'origine de ce torticolis, et bien sûr un examen général et orthopédique, et il y a même un examen ophtalmologique à faire, donc je ne l'ai pas mentionné ici, donc après je vais en parler. Vous voyez qu'ici, il y a l'attitude du torticolis. Généralement, quand vous voyez donc, un patient avec un torticolis, vous demandez donc, des faces profil et aussi comment dire, une radio de la bouche ouverte. Donc, c'est pour aller justement chercher donc, les anomalies donc, au niveau de l'articulation C1-C2. C'est très important, l'articulation C1-C2, parce que quand il s'agit donc, de subluxation ou luxation C1-C2, peut s'accompagner d'un torticolis sans qu'il n'y ait aucun autre signe clinique associé. Donc, de même que pour les rachis cervicales, donc face et profil, donc ça permet aussi de pouvoir trouver, donc surtout donc, lorsqu'il y a une notion de traumatisme du rachis cervical, donc qui pourrait expliquer donc, la survenue de ce type donc, de symptômes, à savoir donc, la torticolis, ou bien donc d'autres lésions qu'on verra au fur et à mesure. Alors, un bilan biologique, à la recherche aussi donc, de signes qui pourraient nous suggérer donc, une quelconque inflammation ou infection. Et puis, les examens complémentaires peuvent aussi se surajouter et surtout l'IRM. Donc, devant tout torticolis, s'il vous plaît, faites une IRM. Faites une IRM cervicale, faites une IRM, comment dire, une IRM médulaire, donc, pour éviter justement de passer à côté donc, de pathologies qui soient graves. Alors, les diagnostics. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il peut y avoir donc, des causes qui sont communes donc, de torticolis, à savoir donc, soit des causes mécaniques. Vous savez ô combien de fois donc, on dort mal donc, et on se réveille avec un torticolis, avec la tête complètement déviée d'un côté et avec impossibilité donc, de la réduire. Mais généralement, ce sont des torticolis qui sont plutôt bénins, donc qui vont disparaître au fur et à mesure de la journée. Et puis, il y a les causes inflammatoires. Généralement, quand il y a une infection de la sphère ORL, qu'elle soit virale, bactérienne, il peut y avoir aussi des adénopathies. Là, ça peut entraîner aussi donc, un torticolis, notamment surtout chez l'enfant. Il y a les torticolis traumatiques aussi. Donc, devant tout
Notion de traumatisme, si si le patient présente donc un torticolis, il est urgent de faire donc une radio du rachis, donc il ne faut pas passer à côté donc de lésions instables, donc du rachis cervical, qui pourrait donc entraîner donc une neurotoxicité, et donc avec l'installation de troubles neurologiques qui sont parfois donc irréversibles. Donc le torticolis est un signe d'appel qu'il faut prendre au sérieux, donc, et il faut dans ce cas-là lancer toute la panoplie d'examen, à savoir donc un rachis cervical face et profil, et parfois même un scanner cervical lorsqu'il y a notion de traumatisme. Donc, et bien sûr, donc, il faut le prendre en charge rapidement en neurochirurgie quand donc, le traumatisme s'avère réel. Donc, il y a aussi donc, les spondylodicites, c'est toutes les infections des disques donc, et des vertèbres. Donc, ces spondylodicites, soit d'origine donc infectieuse, soit donc, spécifique ou commune, donc, ou banale. Donc, les spondylodicites, exemple d'origine tuberculeuse, spondylodicites, donc à germe pyogène. Donc, toutes ces causes infectieuses peuvent s'accompagner donc d'un torticolis au tout début de la symptomatologie. Ce n'est qu'après, donc il va y avoir donc l'installation de ce syndrome infectieux qui est parfois donc d'apparition contemporaine, qui va nous orienter justement vers l'origine infectieuse donc de ce torticolis. Vous avez aussi donc les tumeurs osseuses, donc les tumeurs osseuses qui peuvent se révéler donc par un niveau cervical, comme les ostéomostéoïdes, les kystes anévrismaux, le sarcome de Wink, toutes ces tumeurs qui peuvent donc se révéler donc juste par un torticolis. Et une fois que vous aurez fait donc toute la panoplie d'examens qui est en vigueur, et donc vous allez faire ce diagnostic-là. Et vous avez donc les torticolis d'origine neurologique. Qu'est-ce que ça veut dire un torticolis d'origine neurologique? Donc, ce sont des torticolis qui généralement s'accompagnent avec d'autres signes neurologiques. Donc, le torticolis va faire partie d'un tout un tableau clinique fait donc de signes neurologiques, hein, que ce soit donc un syndrome cérébelleux, un syndrome d'hypertension intracrânienne. Quand il s'agit d'un syndrome d'hypertension intracrânienne, donc dès lors que vous avez donc un engagement des amygdales cérébelleuses donc au niveau donc du foramen magnum, vous savez que l'enfant va commencer à faire un torticolis. Donc cet engagement, donc cet engagement qui signe donc quand même un stade assez évolué donc de l'hypertension intracrânienne, donc peut et c'est assez grave. Donc, généralement, ce sont dus à des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Et puis, donc, il y a certaines situations aussi où on peut avoir donc, une atteinte aussi d'hypercrânienne. Une atteinte d'hypercrânienne qui va entraîner donc, une diplopie. Et cette diplopie, donc, le fait que l'enfant voit double, donc il va essayer donc, de faire comme ça. Donc, même les adultes, hein, ils vont essayer de faire ça, justement, avoir une attitude donc, en torticolis, donc en attitude vicieuse, donc, pour éviter d'avoir cette diplopie, pour que cette vision double s'atténue. Et puis, il y a des causes aussi donc, qui sont multiples, aussi des causes congénitales, comme la malformation de Dandy-Walker. Ce sont les kystes au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, peuvent s'accompagner aussi d'attitudes vicieuse en torticolis. Donc, pour vous dire que le torticolis en lui-même est un symptôme, mais il peut cacher des lésions beaucoup plus graves et donc c'est un symptôme qu'il faut prendre au sérieux. Et il y a les attitudes dans le torticolis. Exemple, il y a des paralysies oculomotrices. Exemple, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'il y ait une consultation en ophtalmologie. Cette consultation en ophtalmologie, notamment surtout chez l'enfant. Donc, le fait que l'enfant présente une paralysie oculomotrice, donc il va avoir soit une diplopie verticale ou horizontale. Donc, il va pencher la tête donc, pour pouvoir corriger justement cette diplopie. Et donc, il y aura des attitudes justement en torticolis. Alors, généralement, la prise en charge donc, dans les torticolis, c'est la prise en charge en fonction de la cause. Maintenant, et à vrai dire, donc, exemple pour ma part, donc, il y a une semaine, il y a 15 jours à peu près, j'ai reçu une enfant donc, de Parnay qui s'est présentée pour un torticolis, donc torticolis chez une enfant de 3 ans. Et en faisant une IRM, on s'est rendu compte qu'elle avait une maladie rare, c'est la mucopolysaccharidose. Et cette mucopolysaccharidose va entraîner donc une accumulation de tissus au niveau de la jonction bulbomédulaire. Cette accumulation de tissus au niveau de la jonction bulbomédulaire donc, va entraîner justement cette attitude en torticolis.
et elle a commencé ensuite à faire un trouble de la motricité, ça veut dire que c'est un déficit moteur d'éclatement qui s'est installé, donc on a dû l'opérer, donc j'ai dû l'opérer en urgence, en décomprimant au niveau de la jonction bulbomédulaire, justement pour pallier à ce torticolis-là. Pour vous dire que le torticolis est un symptôme, bon, il peut être banal, donc vous savez que dans la plupart des cas, c'est plutôt banal, mais il ne faut pas tant le banaliser, surtout quand il est à répétition, lorsque vous voyez que c'est un torticolis qui est récidivant, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Donc, faites une IRM et en fonction de l'IRM, vous allez traiter en fonction de cela. Donc, si c'est un traumatisme du rachis cervical, s'il est instable, il faut le stabiliser. S'il est plutôt stable, donc c'est le port de collier. Si c'est une tumeur osseuse, donc il faut la prendre en charge rapidement, donc avant qu'il y ait des troubles neurologiques. S'il s'agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une compression au niveau de la jonction bulbomédulaire, il faut vite décomprimer au niveau de la jonction bulbomédulaire, justement pour pallier, pallier au problème et d'éviter qu'il y ait des signes beaucoup plus graves qui peuvent s'installer. Donc, en fonction de ce que vous allez trouver lors de votre démarche diagnostique qui doit être bien conduite. C'est pour ça que je vous dis que l'examen commence d'abord par l'interrogatoire, ensuite l'examen neurologique, les examens complémentaires, et ce n'est qu'à ce prix-là, ça veut dire une démarche diagnostique qui est bien conduite, qu'on arrive donc à faire le diagnostic précis de la cause de ce torticolis, et en traitant la cause, donc vous voyez que le torticolis va rentrer dans l'ordre. Maintenant, si c'est un torticolis qui est banal, donc qui est dû juste à une atteinte mécanique, ça veut dire que donc là, vous pouvez le traiter juste par des antalgiques, des anti-inflammatoires. On peut aussi utiliser des myorelaxants. Comment dire, il y a le collier cervical aussi, port de collier cervical. Certains préconisent de faire des infiltrations de toxines botuliques, donc c'est pour faire relâcher le muscle cléidomastoïdien pour pouvoir soulager le patient. Et bien sûr, la kinésithérapie qui est très importante. Donc, la kinésithérapie qui reste quand même comment dire, une pierre angulaire dans le traitement de tout ce qui est comment dire, traitement des contractures musculaires. Alors en conclusion, donc les points forts, il faut l'importance consiste à réaliser un examen clinique et faire une hiérarchie des examens complémentaires. Il est nécessaire aussi d'établir des diagnostics urgents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, traumatique ou spondylodicite. Il faut savoir qu'un traumatisme bénin, parfois, il peut révéler une pathologie grave sous-jacente. Et exemple, pour l'entorse d'apparence bénigne du rachis peut cacher une instabilité grave. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de faire. Maintenant, si vous avez, exemple, un traumatisme du rachis cervical, vous faites un premier scanner qui vous montre que le rachis est plutôt stable, il ne faut pas s'en tenir à ça seulement. Donc, il faut refaire donc des radiodynamiques au 8e, 10e jour, une fois que les contractures commencent à se lever. Et le fait justement de faire ces radiodynamiques, ça permet de diagnostiquer une instabilité et de faire indiquer une stabilisation par voie chirurgicale. Donc c'est pour ça que je vous dis, la démarche diagnostique et la démarche thérapeutique est très importante et il faut aller pas à pas, donc il faut hiérarchiser les examens complémentaires pour pouvoir prendre en charge correctement le patient. Et je vous remercie. Ce qu'elle a dit à propos de la vitamine B12 et neurovitamine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, pour la précédente. Bon, alors, je vous l'ai dit, pour ce qui est de la neurovitamine, donc oui, il y a une vitaminothérapie qui est utilisée, surtout en cas de paresthésie. Ça donne Donc, alors, le côté incliné, c'est au niveau quand on a le torticolis. Qu'est-ce que ça veut dire, le côté incliné? Donc, le torticolis, je vous ai dit, le torticolis, c'est l'attitude vicieuse. Donc, quand votre tête, oui, contre votre tête est déjetée d'un côté, dû à une contraction du muscle. Donc, et le fait de vouloir la remettre droite, donc ça crée une douleur qui est très importante. C'est ça, donc, le torticolis. Alors, c'est quoi les radiodynamiques? Donc, dans certaines situations de traumatisme du rachis cervical,
vous faites des premières radios où tout vous paraît normal, malgré qu'il y ait donc, un torticolis, donc, et vous dites non, qu'il n'y a rien, là, les radios sont normales et tout. Donc, alors, vous préconisez comment dire, un collier, donc le port de collier, vu que le patient présente un torticolis, donc le collier est tout à fait indiqué dans ces cas-là. Mais dès lors que qu'un doute subsiste, vous demandez des radiodynamiques. Alors, les radiodynamiques, c'est quoi? C'est des radios qui sont faites au 8e, 10e jour. Elles sont faites en position de hyperflexion, hyperextension et en position neutre. Et vous allez voir qu'au bout de 8 à 10 jours, une fois que les phénomènes de contracture vont disparaître, donc le fait de faire ces radios-là vont montrer qu'il y a une instabilité. Dans certaines situations, il peut y avoir une instabilité qui peut se voir qu'au 8e, 10e jour après le traumatisme du rachis cervical. Alors, l'instabilité, c'est quoi? L'instabilité, il y a des critères d'instabilité. C'est vraiment c'est tout un cours. Je ne sais pas si vous avez fait traumatisme du rachis cervical. Est-ce que vous l'avez fait? Donc, dans les traumatismes du rachis cervical, il y a des critères. Traitement le plus oui. Donc, traumatisme du rachis cervical, les critères d'instabilité, c'est lorsque vous avez donc, surtout donc une perte de l'alignement des bords postérieurs, donc des bords postérieurs, donc des corps vertébraux. Donc, ça veut dire il va y avoir donc, un listhésis d'une vertèbre par rapport à l'autre. Ça veut dire que ça, c'est une instabilité. Et vous avez donc plusieurs autres critères donc, qui peuvent vous montrer qu'il s'agit d'un rachis instable. Donc, alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de torticolis? Alors, en cas de torticolis post-traumatique, vous faites une première radio, vous voyez que la radio est normale. Le torticolis persiste quand même. Donc, vous demandez quand même des radiodynamiques, ça veut dire hyperflexion, hyperextension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez écrire radiodynamique, radio du rachis cervical en extension, avec radio du rachis cervical en flexion, avec radio en position neutre. Donc, ce n'est qu'avec les 3 types de radio qu'on pourra voir s'il y a une instabilité ou pas. Alors, le traitement le plus efficace d'un torticolis simple. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez préconiser donc, des myorelaxants. Oui, on peut donner des anti-inflammatoires en traitement local. Oui, bien sûr. Donc, on donne des myorelaxants, on donne le port comment dire, il faut une mise au repos donc du rachis cervical par le port d'un collier. Comment dire, donner des antalgiques, des anti-inflammatoires, ça donne très très bien, donc avec des myorelaxants. Donc au bout de 2-3 jours, donc généralement le torticolis cède. Merci à vous. Merci pour les 2 communiques. Alors les cervicalgies, la différence entre cervicalgie et torticolis. Qui dit cervicalgie, ça veut dire douleur du rachis cervical. Alors, douleur du rachis cervical, ce sont les cervicalgies. Donc, c'est un syndrome rachidien. On appelle ça des syndromes rachidiens. Mais le torticolis, c'est un syndrome musculaire. Ça veut dire que c'est une contracture musculaire. C'est la contracture du muscle donc muscle du cou. Et c'est surtout le sternocléidomastoïdien qui vous donne une attitude vicieuse du rachis cervical. Voilà. Qui dit cervicalgie, ça veut dire douleur du rachis cervical. C'est un syndrome rachidien. Et torticolis est une contracture du muscle sternocléidomastoïdien avec une attitude vicieuse de la tête. Voilà la différence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai été clair Est-ce que j'ai été clair? S'il vous plaît, répondez-moi. S'il vous plaît, indication et technique du traitement chirurgical. Alors, traitement chirurgical comment dire, du torticolis. Non, il n'y a pas de traitement du torticolis proprement dit. Comme je vous ai dit, le torticolis est un symptôme. Et le symptôme nous fait, comment dire, ça, soit c'est un torticolis qui est simple, qui est banal, et qui est traité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière simple, comme je vous l'ai dit, des anti-inflammatoires, avec le port de collier. Maintenant, le torticolis, si vous faites la panoplie d'examen et vous montre une, comment dire,
vous montre donc une pathologie X, c'est là où il y a une indication chirurgicale. Comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai dû opérer une enfant âgée de 3 ans qui a présenté un torticolis, mais quand on a fait la panoplie d'examen, il s'agissait d'une maladie qui était rare, la mucopolysaccharidose, donc on a dû aller décomprimer. Donc ça dépend au fait quelle est la cause de ce torticolis. Donc je ne peux pas vous dire quelle est l'indication. L'indication est en fonction de la cause de ce torticolis. On ne traite pas le torticolis parce que le torticolis n'est pas une maladie, ce n'est qu'un symptôme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, la torticolis, il faut savoir que c'est un symptôme. Et il peut vous prendre, donc c'est un signe d'appel qui peut vous montrer donc, ou mettre en exergue donc, une pathologie qui peut même être très grave. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, je vais vous laisser mon adresse mail. Maintenant, si vous avez... D'accord. Si vous avez moindre petit souci avec des patients que vous voulez me soumettre et tout, donc il faut me saisir par mail et juste me dire voilà on est médecin et tout, donc et comme ça je vais vous donner des rendez-vous de consultation. Je me ferai un plaisir donc de vous aider dans ce sens. Merci à vous, merci beaucoup, merci, merci, merci.